et je vais essayer de retracer un peu le parcours qui a été fait sur comment nous avons mis en place les protocoles de greffe de moelle. Je ne vous rappelle pas ce qu'est la maladie de Fanconi, vous la connaissez tous très bien, mais 40 ans en arrière, cette maladie était très méconnue et peu de gens en connaissaient l'existence et peu de gens s'en occupaient dans la mesure où c'était une maladie qui souvent, malheureusement, avait une évolution mortelle par aplasie médulaire ou leucémie et ça passait tout à fait inaperçu. Il se trouve qu'à l'hôpital Saint-Louis, où je suis revenue des États-Unis en 1973, un des axes de recherche que nous avions, c'était les aplasies médulaires. Et donc, parce que c'était les résultats des greffes dans cette maladie, qui était une maladie non maligne, étaient meilleurs que dans les leucémies. À l'époque, on ne traitait que des leucémies en rechute, et donc les résultats n'étaient pas très bons. Donc, on a lancé un programme sur les aplasies médulaires, et il y avait une préparation à la greffe qui était de l'endoxan à forte dose. Et donc, quand on a eu les premiers patients atteints de maladie de Fanconi, on a appliqué à ces patients le même protocole que celui des aplasies médulaires, c'est-à-dire forte dose d'endoxan et du méthotrexate en prévention de la réaction du greffon contre l'autre. Et ce qui s'est passé, c'était fin des années 70. Tout s'est passé entre 78 et 80. Et nous avons greffé 5 patients et ces patients ont fait des toxicités absolument anormales au conditionnement. Ils ont fait ce qu'on appelle un syndrome de l'aïeul, c'est-à-dire la peau qui desquame et des troubles digestifs épouvantables. Donc, au bout de ces 5 patients, je me suis dit, mais c'est pas normal que ces 5 patients aient mal. Il doit y avoir quelque chose dans cette maladie qui fait qu'ils sont plus sensibles que les autres au traitement. Et à l'époque, on travaillait avec Roland Berger et Arline Auerbach qui faisaient des études des chromosomes et regardaient la sensibilité des cellules de Fanconi. À l'époque, c'était de la mitomycine C. Et Très voyez. bien, j'ai trouvé ce. Oh ben, qu'est-ce qu'il fait mon ordinateur? Et donc, euh, l'idée était de dire, puisqu'il y a ces anomalies et cette fragilité chromosomique, ceci a peut-être quelque chose à voir avec la toxicité de l'endoxan. Donc on s'est posé la question et en parlant avec Roland Berger, je lui ai dit ce qui serait bien, c'est de tester l'endoxan sur les cellules des patients pour voir si vraiment elles sont anormalement sensibles à ce produit. L'endoxan n'est actif qu'à l'état de métabolite. Donc, si on prenait de l'endoxan dans une ampoule et qu'on le mettait dans les cultures, il ne se passait rien. Donc, l'idée a été de prendre du sérum de patientes à qui on donnait de l'endoxan pour un lymphome ou pour une autre, et de les mettre sur les cultures en dilution et de regarder ce qui se passait au niveau des chromosomes. Eh bien, l'hypothèse qu'on avait faite était parfaitement juste. Quand on mettait des dilutions croissantes de cyclophosphamide, eh ben, il y avait beaucoup plus de cassures chromosomiques. Et donc, j'ai fait un calcul très approximatif sur ces dilutions. J'ai dit, bah, il faut diminuer la dose. On donnait 500 mg à l'époque. J'ai dit, on descend à 50. Et ça correspondait à peu près à la dose où on voyait qu'il y avait moins de cassures chromosomiques. Mais donner que 50 mg d'endoxan alors que d'habitude on en donne 500, c'était dangereux. Donc on a dit il faut peut-être ajouter un peu d'irradiation, des rayons. Donc j'ai été voir Jean Dutrex à l'Institut Gustave Roussy et je lui ai dit voilà, c'est une maladie où il y a probablement un problème de réparation de l'ADN. Donc, il faut voir si on peut tester la susceptibilité de ces patients aux rayons. C'est ce qu'on a fait. On a fait des irradiations cutanées, des petites irradiations cutanées sur la peau, et on a fait une échelle 50, 100, 150, 500 et 1000. Et on a regardé l'intensité de la réaction cutanée à ces rayons. Et la deuxième chose que l'on a testée, c'est la réparation.
du DNA, c'est-à-dire qu'on a fractionné, on a fait une séance de 500 et 1 heure plus tard, 500 supplémentaires pour arriver à 1000 et on regardait si il y avait réparation ou pas des lésions. Et la conclusion, c'était qu'il n'y avait pas de réparation. Et donc, fractionner l'irradiation servait strictement à rien. Donc, le nouveau protocole a été mis en place. Il comportait 50 mg kg au lieu de 500 mg kg d'endoxan et une irradiation qu'on a dit thoraco-abdominale, c'est-à-dire essentiellement les ganglions, la rate. Et on a fait une dose qui était inférieure à la dose qu'on faisait habituellement. Mais pas tellement, parce que la radiosensibilité n'était pas aussi importante que la sensibilité à l'endoxan. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et ce nouveau protocole, finalement, il a été commencé assez tôt, là je regardais, 76. Et, donc, nous avons publié les résultats sur les 50 premiers patients en 1993. On avait plus de 60 patients à l'époque, avec des résultats qui étaient très bons, puisqu'on avait 80% de survie sur une maladie dans laquelle il n'y a pas de survie sans la greffe. Donc, ceci nous a amené à continuer dans cette voie. Donc, on a continué l'endoxan et l'irradiation. Est arrivée la cyclosporine, qui a permis de diminuer quand même la réaction du greffon contre l'autre et nous a permis de ne pas utiliser le méthotrexate. Et donc, nous avons continué jusqu'à une période récente. Et ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons élargi le domaine des greffes chez les patients qui n'avaient pas de donneur de la fratrie HLA identique. Et c'est-à-dire qu'on a fait les greffes à partir de donneurs du fichier et en 1988, les greffes à partir de cellules du sang de cordon ombilical. Et je vous rappelle que la première greffe de sang de cordon a été faite à l'hôpital Saint-Louis chez un patient atteint de maladie de Fanconi, où on savait avant la naissance que la petite sœur n'était pas atteinte par la maladie et qu'elle était HLA identique. J'ai des nouvelles très régulières de Mathieu. Il va très bien. Il a une copine. Je vois ses photos sur Facebook, donc on peut regarder. Et je suis vraiment contente parce que là, on est à plus de 30 ans, presque 30 ans après la greffe. Et il va très bien. Et voilà. Donc ça a été ce que nous avons fait. On a eu du mal à faire passer nos messages à l'étranger. Et il y a eu beaucoup de réticence de la part en particulier aux États-Unis, à diminuer la dose d'endoxan, mais finalement, ils ont baissé progressivement la dose et finalement, ils sont arrivés à peu près à la même chose que nous. Alors aujourd'hui, on a changé bien sûr les conditionnements, on arrête l'irradiation, on fait d'autres choses, mais le socle, il est là. Et c'est à partir de ces quelques cas, vous voyez, 5 cas, qui ont amené ces découvertes et permis d'avancer dans la maladie. Alors évidemment, les connaissances ont augmenté et aujourd'hui, mais ça je pense que Jean Soulier, et Thierry Leblanc et tout le monde racontera un petit peu les progrès les plus récents, donc je vais pas insister là-dessus. Le seul souci long terme qui nous a beaucoup préoccupés, c'est qu'à long terme, on a vu qu'il y avait une incidence anormale de cancer, et en particulier de cancer de la bouche et de la langue, qui sont un problème important, mais j'espère que là aussi on va avancer. Nous, ce qu'on voyait, c'était quand même assez lié à la GVH chronique, et que peut-être la GVH chronique était le lit de la cancérisation, mais pas dans tous les cas, bien sûr. Donc, je suis contente de voir que nous avons une
Elle me dit, est-ce que tu veux travailler avec moi sur le... Là, elle s'est mis un petit foyer d'emblée. Est-ce que tu veux travailler avec moi sur la maladie de Fanconi parce qu'on change des choses en ce moment, on fait progresser. Alors je lui ai dit, bah ok, je veux bien. Alors elle m'a dit, bah est-ce que tu veux venir au congrès? Il y a un congrès des associations de patients. Est-ce que tu veux venir? Alors je lui ai dit, bah oui, je veux bien. Alors elle m'a dit, bah c'est la semaine prochaine. Alors je lui ai dit, ok, c'est où? Alors aux USA. Elle m'a dit, on va appeler Madame Silverstone pour trouver un financement. Donc elle a appelé, mais tout de suite, là devant moi, elle a appelé Madame Silverstone et elle dit, bon, mais il y a un jeune, là, ça serait bien, et on pourrait partir ensemble. Et alors, on a raccroché, c'était d'accord. Alors, j'ai dit, bon, bah, ok, je pars. Alors, c'est quand? Alors, c'est lundi prochain. Alors, c'est où? C'est à Eugène, dans l'Oregon. Ah Donc, oui, comme ça ça, c'était horrible. voilà. Possible, J'avais oui. rencontré une demi-heure avant et une demi-heure plus tard, je partais à Eugène, dans l'Oregon, la semaine d'après. Et depuis, je travaille toujours sur, voilà, avec vous tous. Ça me touche beaucoup parce que je vois tous vos noms, là. Je vais pas les dire, mais enfin, pour moi, oui, c'est patient et de voir tous les noms des familles. Ça me fait ça aussi chaque année quand je regarde l'association, les gens qui courent. Et puisqu'on parle de Mme Gupin aujourd'hui, je veux vraiment rendre hommage, c'est qu'elle a fait des choses que d'autres ne font pas. Peut-être aujourd'hui, ce serait plus possible de faire une grève de sang de cordon, de diminuer par 10 un conditionnement. Il faudrait passer un an ou deux à demander une autorisation qu'on n'obtiendrait pas. Et je veux dire qu'elle a changé les choses. Elle est considérée comme une légende aux États-Unis et c'est important parce que ça fait partie des gens qui ont fait bouger la médecine. Et on a la chance voilà, d'avoir été. Enfin, moi, je sais que c'est un grand bonheur de rester en contact avec une personne qui m'inspire régulièrement. Et on essaye de continuer toujours dans cet état d'esprit. Et encore une fois, on n'oublie pas que bah, voilà, il y a tous ces patients, donc on essaie de faire bien. Et puis, je vais me taire là. Voilà. Non, bah, c'est gentil. Mais c'est important, vous voyez, surtout dans le traitement des maladies rares, il faut vraiment briser l'isolement des patients. C'est pour ça qu'on a suggéré de faire une association, parce qu'une association permet quand même, un, de briser l'isolement, deux, quand même, de garder le moral, c'est important, et trois, de faire avancer les progrès, parce que ça nous pousse aussi. Le fait que vous soyez là, ça nous pousse. Alors moi, je m'occupe plus de Fanconi maintenant, mais je garde un œil quand même sur ce qui se passe. Moi, je m'occupe de drépanocytose, histoire de se changer. Oui, vous êtes allé chercher le soleil, hein, dites-le tout de suite. Carrément, là, je vais en Afrique. Bon, en tout cas, vraiment, vraiment, ça nous fait tellement plaisir de vous voir et puis de voir tout ce que vous avez accompli. Et voilà, et j'imagine effectivement de voir tous ces adultes, enfin les quelques-uns qui sont là aujourd'hui, mais je sais qu'il y en avait d'autres qui voulaient venir et qui vous disent bonjour. Et ouais, oui, c'est ça la maladie, hein, ça, avec ses lots d'amitié et de liens qui se tissent. Et c'est vrai que cette association, je pense qu'on a euh, je pense qu'on a une certaine c'est une association qui est vraiment qui a ses valeurs de partage, d'entraide, de dynamisme, de voir toujours le verre à moitié plein, même si il est forcément bien à moitié vide de temps en temps. On peut voir le côté vide. Et puis l'entraide entre nous, la bienveillance, le soutien, l'ouverture. Enfin, c'est vrai qu'il y a une belle et je pense que toutes les personnes qui sont là, d'ailleurs aussi au conseil d'administration, je pense qu'on porte ça en nous et ça permet de faire des belles choses parce que 500 000 euros pour la recherche, c'est pas rien. C'est très bien. Et je dis merci vraiment à tout le monde parce que c'est une œuvre vraiment collective. Et c'est aussi parce que vous êtes là, vous, les médecins, et on sait que en France, on sait comme vous êtes impliqués et concernés par cette maladie, même si elle touche finalement proportionnellement très peu de personnes.